Je m'appelle Claire Mercé. J'ai 31 ans. Et le jour où j'ai enterré ma petite fille, je me tenais à côté d'un minuscule cercueil blanc, complètement seul, tandis que mon téléphone ne cessait de vibrer dans la poche de mon manteau, avec des messages que je refusais d'ouvrir. Je savais déjà ce qu'ils contenaient. Des rires, de la musique, la lumière du soleil se reflétant sur l'eau bleue, une fête autour d'une piscine. Moins d'une heure plus tôt, ma mère m'avait laissé un message vocal, qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit d'arrêter de tout rendre si dramatique. Elle m'a expliqué que l'événement de mon frère accueillait des invités importants, et que les gens comptaient sur la présence de notre famille. Puis, elle a prononcé les mots qui ont divisé ma vie en un avant et un après, ce n'est qu'un bébé. Mes mains n'ont pas tremblé en entendant cela. Elles se sont figées. J'ai signé les papiers des pompes funèbres, j'ai écouté le pasteur me demander si je souhaitais un moment d'intimité en famille, et j'ai presque ri, car il n'y avait aucune famille derrière moi. Il n'y avait que moi, une couverture pliée qui sentait encore la lotion pour bébé, et un chagrin si vif, qu'il semblait plus pur que la colère. Toute ma vie, j'avais été la fille dont on attendait qu'elle comprenne, pardonne, et garde le silence. J'étais la fille facile à vivre, celle sur qui on pouvait compter, celle qui ne faisait jamais de scandale, qui ne gâchait jamais les bons moments des autres, et qui ne réclamait jamais plus que des miettes d'attention. Mais, en regardant des inconnus descendre ma fille de 4 mois dans la terre, alors que les personnes qui auraient dû se tenir à mes côtés avaient préféré les cocktails et les bouées de piscine, quelque chose s'est définitivement refroidi en moi. Ils pensaient que je rentrerais chez moi pour pleurer. Ils croyaient que le deuil me rendrait faible. Ils n'avaient aucune idée que, le fait d'enterrer mon enfant seul, était la dernière fois que je les protégerais. Si votre propre famille choisissait son confort plutôt que votre douleur, lui pardonneriez-vous? Ou bien serait-ce le jour où, pour toujours, vous cesseriez de leur trouver des excuses? En grandissant à Scottsdale, dans l'Arizona, j'ai appris très tôt que, dans notre maison, l'amour se mesurait aux applaudissements. Et les applaudissements suivaient toujours mon jeune frère, Chase Mercé. Mon père, Daniel, disait souvent que Chase possédait le genre de confiance, qui poussait les gens à tout lui confier. De son côté, ma mère, Suzanne, adorait l'appeler « notre petite star » devant ses amis de l'église, les voisins, les professeurs, et tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Chase souriait facilement, parlait comme si chaque pièce lui appartenait, et, d'une manière ou d'une autre, transformait même des réussites banales en célébrations familiales. S'il entrait dans l'équipe sportive de l'école, on dînait au restaurant pour manger un steak. S'il vendait des billets de tombola, mes parents racontaient l'histoire pendant des semaines. S'il oubliait de faire quelque chose d'important, ma mère appelait cela un processus d'apprentissage. J'étais différente. J'étais plus silencieuse, plus observatrice. La fille qui dessinait pendant des heures, obtenait d'excellentes notes, et qui avait appris à ne pas s'attendre à grand-chose quand elle réussissait, car il y avait toujours une raison pour que cela compte moins que les activités de Chase. Quand j'ai remporté un concours artistique régional pour les jeunes, à l'âge de 17 ans, ma mère m'a serré dans ses bras dans le hall de l'auditorium, a pris une photo rapide, puis m'a murmuré que nous devions partir tôt. La raison était que Chase participait à un tournoi de golf caritatif, avec des jeunes du country club, et que, ces relations-là étaient importantes. Je me souviens être resté là, mon certificat toujours à la main, regardant mes parents me précipiter vers une sortie latérale, pendant que d'autres familles restaient pour célébrer leur fille. Un an plus tard, lorsque j'ai été accepté à l'Université d'État de l'Arizona, et que j'ai annoncé vouloir étudier l'enseignement et l'art, mon père a souri de cette façon dont les gens sourient pour ne pas être impolis. Il m'a dit, « C'est bien, Claire, mais j'espère que tu sais que l'enseignement ne te rendra pas vraiment indépendante. » 2 jours plus tard, Chase a mentionné qu'il essaierait peut-être l'immobilier un jour, parce qu'il aimait parler aux gens. Et, soudainement, mes parents racontaient à tout le monde qu'ils possédaient un instinct naturel pour les affaires. C'était le résumé parfait de notre famille. Je faisais le travail. Ils récoltaient la mythologie. Au moment où je suis devenu professeur d'art dans une école primaire de Scottsdale, j'étais déjà habitué à être qualifié de pratique, douce, et fiable. Tous ces mots que les gens utilisent, quand ils veulent votre travail, mais refusent de vous mettre en lumière. Mon métier correspondait parfaitement à ce rôle. Je passais mes journées à aider les enfants à se sentir vus, remarqués, encouragés, puis je rentrais à la maison, vers une famille qui me traitait comme si je devais être reconnaissante d'être simplement incluse. Pendant ce temps, Chase, devenu agent immobilier de luxe, qui vendait des maisons à Desert View à des gens ayant plus d'argent que de goût,
est devenu exactement le genre de fils que mes parents avaient toujours imaginé. Il portait des chemises sur mesure, conduisait une BMW en location, publiait des photos à côté de piscines à débordement et de propriétés à plusieurs millions d'euros. Il parlait de se construire un réseau, de la même manière que les prédicateurs parlent de la foi. Ma mère adorait le présenter à chaque rassemblement. Celui-ci ira loin, disait-elle, la main posée sur son bras, les yeux brillants. À mon sujet, elle disait des choses comme « Claire est tellement maternelle ». Cela semblait gentil, jusqu'à ce que vous entendiez la différence. Tché, c'était l'avenir. Moi, j'étais utile. Ce vieux déséquilibre nous a suivis à l'âge adulte, de manière si naturelle que, lorsque j'ai remarqué à quel point il façonnait encore ma vie, j'avais déjà passé des années à m'y adapter. J'ai cessé de partager de bonnes nouvelles, à moins que quelqu'un ne me le demande. J'ai appris à sourire malgré les interruptions. Je suis devenu très doué pour étouffer mes propres sentiments, afin de maintenir la paix. Et le pire, c'était que je continuais d'espérer qu'une étape majeure, un événement de vie indéniable, forcerait enfin ma famille à me voir tel que je suis. Je n'avais simplement jamais imaginé que cette étape serait la maternité, ni que même cela ne suffirait pas. Quand je suis tombé enceinte de ma fille, j'avais 29 ans, fraîchement séparé d'un homme qui avait prouvé qu'il pouvait disparaître. Dès l'instant où la responsabilité a cessé d'être romantique, j'ai été terrifié, d'une manière que je n'avouais pas toujours à haute voix. Mais, sous cette peur, il y avait de l'espoir. Un espoir véritable et humiliant. Je me disais que ce bébé changerait peut-être la dynamique de ma famille. Je pensais que mes parents s'adouciraient peut-être, en me voyant devenir mère. J'espérais que Tché s'arrêterait de traiter chaque conversation comme une compétition, une fois qu'il y aurait un vrai nourrisson dans la pièce. Je pensais à beaucoup de choses stupides à l'époque, parce que je voulais encore croire que les liens du sang représentaient quelque chose de sacré. Ma fille, Rosie, est née prématurément après une grossesse difficile, et elle a passé ses premières semaines sous une étroite surveillance médicale. Elle était minuscule, rougeaude, têtue, et absolument parfaite. La première fois qu'elle a enroulé ses doigts autour du mien, j'ai ressenti un amour si féroce, qu'il a fait paraître toutes mes anciennes blessures bien dérisoires. Soudain, j'ai compris ce que le mot « protection » était censé signifier. J'envoyais à mes parents des photos de l'hôpital, des vidéos de Rosie en train de bâiller, ses premiers petits bruits, et la façon dont elle plissait le nez en dormant. Ma mère finissait toujours par répondre, mais jamais de la manière que j'espérais. Mignonne petite chose, m'a-t-elle écrit un jour, avant d'ajouter « N'oublie pas le brunch portes ouvertes de Tché, samedi ». Une autre fois, j'ai envoyé une vidéo de Rosie souriant dans son berceau. Suzanne a répondu avec un emoji cœur, avant de me demander si je pouvais l'aider à adresser les enveloppes pour le prochain événement de remerciement des clients de Tché, car mon écriture était, selon elle, plus élégante que la sienne. Mon père était légèrement meilleur dans le ton, mais pas dans le fond. Daniel disait « Comment va le bébé ?» Et puis, 30 secondes plus tard, il bifurquait sur une histoire, racontant comment Tché faisait visiter une maison à un ancien joueur de la NFL. C'était comme si, dans leur esprit, Rosie n'existait que comme une note sentimentale en marge, tandis que le calendrier social de Tché restait l'intrigue principale. J'essayais de l'ignorer. J'étais épuisé, en pleine convalescence. Je corrigeais des projets d'art, je me réveillais toutes les quelques heures pour nourrir un nouveau-né fragile, et, d'une manière ou d'une autre, je trouvais encore des excuses pour des personnes qui ne prenaient même pas la peine de me donner la priorité. Mais le schéma est devenu impossible à ignorer. Lorsque Rosie a eu une alerte respiratoire, et que j'ai passé une nuit entière aux urgences, ma mère m'a dit qu'elle était désolée, mais qu'elle ne pouvait pas partir. Elle avait promis d'aider à organiser une fête de réseautage au bord d'une piscine pour Tché, dans un domaine de Paradise Valley, le lendemain. Tu sais à quel point ces clients sont importants, a-t-elle dit, comme si cela expliquait quoi que ce soit. Quand j'ai demandé à mon père s'il pouvait, au moins, passer à l'hôpital pour 1 heure, il a répondu, « Claire, ta mère est débordée et Tché joue gros là-dessus. Tiens-nous au courant. » Tiens-nous au courant, comme si j'étais une application météo. Pas leur fille, pas la mère de leur petite fille, couchée sous les lumières fluorescentes de l'hôpital. Rosie est rentrée à la maison, mais elle est restée médicalement vulnérable. J'ai appris à vivre avec les moniteurs de surveillance, les rendez-vous chez les spécialistes, et le battement constant d'une peur sourde. À travers tout cela, Tché continuait de graviter dans la vie de famille, comme un homme convaincu que l'univers ne devrait jamais assombrir sa lumière. Il avait récemment commencé à fréquenter la fille d'un riche promoteur immobilier. Et soudainement,
Tout, dans le monde de mes parents, tournait autour de la question de savoir si cette relation mènerait à de plus gros clients, des cercles plus prestigieux, et un meilleur statut social. Suzanne parlait de la famille de sa petite amie, de la même manière que les gens parlent des numéros gagnants à la loterie. Daniel s'est mis à appeler Chase, celui qui va enfin élever cette famille. Je me souviens avoir entendu cela, tout en berçant Rosie sur mon épaule après une tétée difficile. Je me suis dit, alors, que suis-je? Que représente-t-elle? Malgré cela, j'ai continué à tendre la main. J'ai invité mes parents à la bénédiction des 4 mois de Rosie, à l'église. Suzanne m'a dit qu'elle avait un conflit d'emploi du temps, à cause du lancement d'une des annonces immobilières de Chase. J'ai demandé à Daniel s'il pouvait passer pour la tenir, afin que je puisse me doucher après une semaine difficile. Il m'a répondu que son dos le faisait souffrir, puis, cet après-midi-là, il a publié une photo d'un déjeuner sur un toit-terrasse, en compagnie de Chase et de quelques investisseurs. Au moment où la santé de Rosie a commencé à se détériorer pour de bon, une partie obstinée de moi-même savait déjà que j'allais être seul. Les médecins m'ont averti, aussi doucement que possible, que son état était instable. J'ai envoyé cette nouvelle sur la conversation de groupe familial. Chase a répondu 3 heures plus tard, avec un pouce en l'air et un emoji de prière. Ensuite, il a publié une story montrant l'installation d'une piscine de luxe, dans la propriété d'un client. Suzanne a appelé ce soir-là, mais pas pour me demander ce dont j'avais besoin. Elle voulait savoir si, selon moi, le fait de déplacer la date de la fête au bord de la piscine de Chase paraîtrait être un signe de faiblesse, aux yeux des personnes qu'il essayait d'impressionner. J'ai fixé le mur pendant qu'elle parlait, et j'ai réalisé qu'elle ne s'écoutait même plus. Ma fille se battait pour survivre, et ma mère me demandait mon avis, sur l'image publique d'une fête. Quelques semaines plus tard, Rosie est morte dans mes bras, juste avant l'aube. Le monde ne s'est pas effondré, comme le promettent les films. Il s'est rétréci. Les infirmières étaient gentilles. La chambre était trop silencieuse. Mon corps s'attendait toujours à ressentir son poids, même après qu'elle me l'ait retiré. J'ai appelé mes parents en premier, car un réflexe, plus ancien que la logique, m'y a poussé. Suzanne n'a pas répondu. Daniel, lui, a décroché, a écouté pendant exactement 6 secondes, puis a dit, « Ta mère est en pleine installation finale pour l'événement de Chase. Claire, nous trouverons une solution. » C'est à ce moment-là que l'espoir a finalement commencé à pourrir. Les funérailles de Rosie ont été fixées 2 jours plus tard. J'ai envoyé par message la date, l'heure, l'adresse de la chapelle, et l'emplacement du cimetière. Suzanne a répondu par un seul message, « Nous allons essayer. » Chase n'en a jamais tenu compte du tout. Le matin des funérailles de Rosie, le ciel au-dessus de Phoenix était dur et éclatant, de cette manière cruelle typique de l'Arizona, comme si même la lumière du soleil n'avait plus aucune pitié. Je me suis habillé en noir, avec des hanches qui semblaient détachées du reste de mon corps. J'ai enveloppé la couverture de Rosie dans la housse de mon manteau, parce que je ne supportais pas l'idée de la laisser derrière moi, et j'ai conduit jusqu'à la chapelle en silence. Tout au long du trajet, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone. Non pas parce que je m'attendais vraiment à ce que ma famille vienne, mais parce qu'une part pathétique du deuil marchande encore avec la réalité, même après que la réalité soit devenue évidente. Le premier appel manqué venait d'un fleuriste, demandant des précisions sur un ruban de la composition florale. Le deuxième venait de Megan Walsh, ma meilleure amie et collègue professeur, qui était déjà à la chapelle et m'attendait. Puis, 23 minutes avant le service, le message vocal de Suzanne est arrivé. Je me souviens encore de chaque mot, car ils se sont marqués au fer rouge en moi. Sa voix était sèche, impatiente, presque distraite par le bavardage en arrière-plan et les éclaboussures de l'eau. « Claire, s'il te plaît, arrête d'appeler. Nous ne pouvons pas tout simplement abandonner l'événement de Chase maintenant. Des personnes importantes sont là. Tu dois arrêter de rendre tout plus difficile que ce ne l'est déjà. Ce n'est qu'un bébé, et la fête de ton frère compte plus, aujourd'hui. Qu'une énième scène de drame. Nous parlerons plus tard, quand tu seras calmé. » J'ai écouté une fois, puis 2. Ensuite, j'ai verrouillé mon téléphone, car, si je l'avais écouté une 3e fois dans ce parking, j'aurais peut-être hurlé. Au lieu de cela, je suis entré dans la chapelle, le visage engourdi, et j'ai laissé Megan me prendre par le bras, sans dire un mot. La cérémonie elle-même s'est déroulée par fragments. La voix adoucie du pasteur, les fleurs blanches, le cercueil minuscule qui paraissait irréel et obscène, et le sentiment que des étrangers étaient plus doux avec la mémoire de ma fille,
que sa propre famille de sang ne l'avait été. Lorsque le pasteur a demandé si la famille souhaitait un dernier moment d'intimité avant l'inhumation, il y a eu un silence, suffisamment long pour faire comprendre la situation à tout le monde. Meghan s'est approchée. L'un de mes anciens collègues s'est placé derrière moi. Aucun merci n'a bougé. J'ai enterré mon enfant avec des amis, des collègues, et 2 femmes de l'église qui me connaissaient à peine. Elles étaient venues malgré tout, parce qu'elles disaient, aucune mère ne devrait affronter cela seule. Ce simple fait m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir, sur ce qu'était réellement la famille. Après l'enterrement, alors que je regardais encore la terre fraîchement remuée, comme si mon cerveau n'avait pas encore assimilé le caractère définitif de la chose, Meghan m'a touché le bras. Elle m'a demandé si nous pouvions nous asseoir dans sa voiture, pendant 1 minute. Dès que les portières se sont fermées, elle a tourné son téléphone vers moi, avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Un mélange de fureur, et d'incrédulité. Sur l'écran, il y avait une story postée sur les réseaux sociaux, par l'un des invités de Chase. Une longue piscine scintillait sous le soleil. Des flûtes à champagne trinquaient. Chase se tenait là, en bras de chemise, souriant près d'une table de brunch dressée par un traiteur. Suzanne riait à côté de lui, coiffée d'un large chapeau de soleil. Daniel tenait compagnie aux invités, près du barbecue. Sur la vidéo, l'invité avait écrit « Famille parfaite, journée parfaite ». Je pense que la seule raison pour laquelle je n'ai pas vomi, c'est que le chagrin m'avait déjà complètement vidé. Ensuite, Meghan m'a montré quelque chose de pire encore. Quelqu'un à la fête, essayant probablement de paraître compatissant, avait publié « Nous gardons les Mercés dans nos prières », alors que Claire a demandé des adieux en privé, aujourd'hui. A demandé des adieux en privé. Ma mère n'avait pas seulement zappé les funérailles de Rosie. Elle avait menti à ce sujet. Elle avait transformé mon abandon en mon propre choix, et mon isolement en son excuse parfaite. Ce mensonge a changé quelque chose en moi, de manière encore plus brutale que le message vocal. La cruauté était une chose. La cruauté, déguisée en innocence, en était une autre. Assise sur le siège passager de Meghan, toujours vêtue de mes vêtements de deuil, j'ai écouté le bourdonnement de la climatisation, tandis que mon esprit est soudain devenu très lucide. Pas plus bruyant, pas plus sauvage, juste froidement précis. J'ai ouvert mon téléphone, et j'ai sauvegardé le message vocal de Suzanne à 3 endroits différents. J'ai fait une capture d'écran de mes messages concernant les funérailles, avec la date et l'heure. J'ai capturé les appels sans réponse que j'avais passés, ce matin-là. J'ai pris une photo du programme commémoratif de Rosie, posée sur mes genoux. J'ai sauvegardé les images de la fête à la piscine. Ensuite, j'ai demandé à Meghan de m'envoyer toutes les captures d'écran, montrant des invités affirmant que j'avais souhaité de l'intimité. Elle l'a fait instantanément. Claire, a-t-elle dit prudemment. Quoi que tu aies en tête, assure-toi de le faire pour toi, et non pour eux. J'ai baissé les yeux sur la couverture pliée dans mes mains, et j'ai réalisé que, pour la première fois de ma vie, ces 2 choses étaient exactement les mêmes. Il ne s'agissait pas de créer un scandale. Il ne s'agissait pas d'une vengeance au sens puéril du terme. Il s'agissait de refuser de laisser ceux qui avaient abandonné ma fille, contrôler également le récit de ses funérailles. Il s'agissait de la vérité. Et j'avais fini par apprendre que la vérité pouvait détruire les bonnes personnes, bien plus vite que n'importe quel hurlement. Le service s'était terminé juste après midi. L'événement de Chase, selon les publications identifiées, battait encore son plein. Les invités importants étaient toujours là. La famille de sa petite amie était présente. Des clients potentiels étaient là. Le groupe de l'église, auquel ma mère tenait tant, était présent. Ma famille avait choisi le lieu où les apparences comptaient le plus. Très bien. C'était exactement là, que la vérité viendrait à leur rencontre. Je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis assise avec Meghan sur le parking du cimetière, j'ai rédigé un message, je l'ai effacé, je l'ai réécrit. Puis, je l'ai sauvegardé dans mes notes, jusqu'à ce que je puisse respirer sans trembler. Ce n'était pas un coup de gueule. Ce n'était pas dramatique. C'était simple, documenté, et impossible à ignorer. Au moment où j'ai finalement tourné la clé de contact, je savais exactement ce que j'allais faire. Ils avaient passé les funérailles de ma fille, à protéger une fête autour d'une piscine. J'allais faire en sorte que ce choix leur coûte tout ce qu'ils chérissaient le plus. J'ai attendu l'heure où les fêtes sont les plus bruyantes, et où les gens sont le moins préparés à avoir honte.
À 14h27, garé sous un mesquite devant une pharmacie, car j'avais besoin d'un endroit ordinaire pour accomplir quelque chose d'irréversible. J'ai ouvert la conversation de groupe de la famille Mercé, le fil de discussion de la famille élargie que Suzanne utilisait pour les fêtes de fin d'année, et une liste de contacts que Megan m'avait aidé à créer, à partir des noms liés aux publications de la fête. Je n'ai pas envoyé de messages différents. J'en ai envoyé un seul. Il disait, puisqu'on a dit à plusieurs personnes que j'avais demandé de l'intimité aujourd'hui, je voulais partager ce qui m'a réellement été dit. Lorsque mes parents ont préféré la fête à la piscine de Chase aux funérailles de Rosie. Ma fille a été enterrée à midi. Je l'ai mise en terre sans ses grands-parents. Vous trouverez en pièce jointe le programme des funérailles, l'heure à laquelle j'ai envoyé les détails. Les appels restaient sans réponse, et le message vocal que ma mère m'a laissé, alors que j'étais en route pour la chapelle. En dessous, j'ai joint la photo du programme commémoratif de Rosie, les captures d'écran de mes messages indiquant la date des funérailles et l'adresse de la chapelle, les appels manqués de ce matin-là, ainsi que le fichier audio. Puis, j'ai appuyé sur envoyer. Pendant 5 secondes, rien ne s'est passé. Ensuite, le message a indiqué « distribué », puis « lu ». Et là, le chaos s'est propagé plus vite que la pensée. Mon téléphone s'est d'abord illuminé avec le nom de Suzanne. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai rejeté l'appel. Daniel a appelé ensuite, puis Chase, puis 3 membres de la famille, et à nouveau Suzanne. Je les ai tous ignorés, et j'ai regardé le fil des messages entrants commencer à exploser. Ma tante Linda a répondu la première, « Suzanne, s'il te plaît, dis-moi que c'est un faux. » Un cousin a écrit, « Quel message vocal ?» Une autre parente, l'une des femmes de l'église qui adorait ma mère, a envoyé, « Claire, il y a sûrement un malentendu. » Avant même que je puisse décider de répondre ou non, une nouvelle story de la fête est apparue en ligne. La caméra était tremblante maintenant. Il n'y avait plus de musique. Quelqu'un avait fait un panoramique vers un groupe d'invités, immobile, le téléphone à la main. En arrière-plan, je pouvais entendre une femme dire « Oh mon Dieu !» Et une autre voix murmurer « Elle a dit quoi ?» Je n'avais pas besoin d'être aux premières loges pour imaginer la suite. Quelque part près de cette piscine, un invité avait ouvert mon message, puis un autre, puis encore un autre. Jusqu'à ce que le mensonge, que mes parents avaient entretenu tout au long de l'après-midi, se dissolve d'un seul coup. J'ai finalement répondu à Chase au 4e appel, car je voulais qu'au moins l'un d'entre eux entende à quel point j'étais calme. Il n'a pas pris la peine de dire bonjour. « Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ?» a-t-il hurlé, la voix brisée par la panique, bien plus que par le chagrin. « As-tu la moindre idée de qui est ici ? Sais-tu ce que tu viens de faire ?» Je me suis adossé à mon siège, et j'ai fixé l'enseigne de la pharmacie du centre commercial, juste en face de moi. « Oui », ai-je répondu. J'ai dit la vérité. Il a juré, puis a baissé la voix, comme s'il s'éloignait des invités. Tu ne pouvais pas attendre ? Tu ne pouvais pas régler ça en privé. Le culot de cette remarque m'a presque fait rire. En privé, ai-je dit. Comme les funérailles de Rosie. Comme ce moment privé, où ta mère a dit qu'elle comptait moins que ta fête. Il a commencé à dire que ce n'était pas de sa faute, que cela n'avait rien à voir avec lui, et que des personnes importantes entendaient des choses hors contexte. Je l'ai coupé. Ça a tout à voir avec toi, ai-je dit. Tout tourne toujours autour de toi dans cette famille. Aujourd'hui, c'est juste la première fois que j'arrête de protéger ça. Il est resté silencieux un instant, puis a explosé, tu es en train de ruiner ma vie. À cause d'un simple message vocal. Et c'était là, la chose la plus sincère qu'il ait dite de toute la journée. Pas à cause d'un enfant mort. Pas à cause de ce que ses parents avaient fait. À cause d'un message vocal. À cause des conséquences. Non, ai-je répondu. Ta vie est en train d'être ruinée par la vérité, que ta famille a révélée lorsqu'elle pensait que je resterais silencieuse. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 10 minutes plus tard, Megan m'a envoyé par SMS une capture d'écran, provenant d'une personne toujours présente à la fête. Suzanne se tenait près du petit bassin de la piscine, le visage livide et tiré, une main sur la bouche. Pendant ce temps, Daniel se disputait avec un grand homme en costume de lin, à côté de la table du traiteur. La petite amie de Chase, Adley, n'était nulle part près de lui. Un autre invité avait publié une seule phrase, sur une story au fond noir, « Certaines choses sont trop laides pour que l'on continue à faire la fête. »
Je ne vais pas prétendre avoir ressenti de la joie à cet instant. Les histoires de vengeance laissent toujours entendre que la revanche a un goût sucré. La mienne avait le goût de l'adrénaline et de la cendre. Ma fille était toujours morte. Aucun message ne pouvait changer cela. Mais ce que j'ai ressenti, c'était une immense libération. Le genre de libération qui survient lorsque la vérité quitte enfin votre corps et cesse de vous empoisonner de l'intérieur. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Adli, la petite amie de Chase, dont je n'avais le numéro que parce qu'elle m'avait un jour envoyé un message concernant une liste de naissance. Son message était court, « Suzanne a-t-elle vraiment dit ça ?» J'ai envoyé le fichier audio seul, rien d'autre. 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était de nouveau Suzanne, puis Daniel, puis Suzanne, puis Adli, puis Daniel encore une fois. Finalement, un SMS est arrivé de ma mère, dépouillé de toute son élégance habituelle. Supprime ça tout de suite. Tu humilies cette famille devant tout le monde. Nous allions nous expliquer plus tard. Expliquer quoi? Que mon enfant méritait moins, parce que Chase avait des investisseurs potentiels au bord d'une piscine? Que le deuil devait attendre après les amuse-bouches? J'ai répondu par une seule phrase, « Tu as eu ta chance de t'expliquer, quand j'ai appelé depuis le cimetière. » Elle a répliqué instantanément, « Tu es vicieuse. » Ce mot s'est posé sur moi, avec bien plus de douceur qu'elle ne l'avait prévu, car il prouvait qu'elle ne comprenait toujours pas. Dire la vérité sur ce que quelqu'un vous a fait, n'est pas vicieux. Exiger le silence après avoir fait preuve de cruauté, ça l'est. L'heure qui a suivi, s'est transformée en un effondrement public. Les proches m'ont envoyé des messages l'un après l'autre. Certains s'excusaient d'avoir cru Suzanne, d'autres me demandaient si j'étais en sécurité. Quelques-uns essayaient d'adoucir les choses en disant « Ils ne le pensaient sûrement pas de cette façon ». Mais l'enregistrement audio rendait tout adoucissement impossible. Il y a une limite à ce que les apparences peuvent cacher, une fois que les gens entendent le mépris, de vive voix. Megan continuait de me donner des nouvelles, par l'intermédiaire de ses contacts à la fête. Ali avait confronté Chase devant ses propres parents. Une famille de clients plus âgés est partie sans même manger. Un ami de l'église aurait apparemment dit à Suzanne, « Je ne sais pas comment tu vas pouvoir t'en remettre. » Daniel avait essayé de rassembler les invités pour un toast, et presque personne n'avait levé son verre. Quelque part entre les crevettes du traiteur, et les coûteux centres de table floraux, l'après-midi parfait de ma famille s'était transformé en quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler, ni nier. Je suis resté exactement là où j'étais, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner, et que le flot d'appels ralentisse suffisamment pour me laisser un peu de silence. Puis, un dernier message vocal est arrivé, cette fois-ci de Daniel. Son ton avait complètement changé. Pas de colère, pas d'autorité. Juste de l'attention. Claire, a-t-il dit. Je t'en prie, les gens partent. Chase dit que Adli est rentré avec ses parents. Ta mère s'effondre. Quel que soit le message que tu voulais faire passer, il est passé. Appelle-nous pour que nous puissions arranger ça. J'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. C'était bien à la limite, n'est-ce pas? Arranger ça. Non pas réparer ce qui m'avait été fait. Mais réparer les dégâts causés à eux. Ils pensaient encore que l'urgence, c'était la fête. Ils pensaient toujours que mon rôle, c'était de faire le ménage. J'ai éteint mon téléphone pour la première fois de la journée, et je suis rentré chez moi, avec la couverture de Rosie sur le siège passager. Pendant que derrière moi, quelque part à Paradise Valley, une fête à la piscine, bâtie sur les funérailles de ma fille, s'effondrait sous le poids d'une seule et simple chose, que ma famille n'avait jamais suffisamment respectée. La vérité. Je n'ai pas suivi le reste des retombées en temps réel. J'ai laissé mon téléphone éteint jusqu'après minuit, j'ai pris une douche en silence, je me suis assise sur le sol de ma cuisine avec la couverture de Rosie sur mes genoux, et j'ai laissé l'adrénaline me quitter par vagues. Mais le lendemain matin, quand j'ai rallumé mon téléphone, j'ai rapidement reconstitué l'histoire. Il y avait 62 messages, 9 messages vocaux, et un courriel de l'entreprise de pompes funèbres, me demandant si j'allais bien. Apparemment, Suzanne avait essayé d'y appeler pour me retrouver, après que j'ai cessé de répondre. Megan est passée avec des cafés, s'est assise en face de moi à la table, et m'a aidé à faire le tri, entre ce qui comptait vraiment et ce qui n'était que du bruit. La mère de Adli l'avait emmenée, et elles avaient quitté la fête presque immédiatement, après avoir entendu le message vocal.
l'un des plus gros clients potentiels de Chase, un promoteur dont la femme présidait plusieurs conseils d'administration d'œuvres caritatives, est parti juste derrière elle. Plus tard, il a envoyé un SMS à quelqu'un, disant qu'il ne faisait pas d'affaires, avec des familles qui traitent les enfants morts comme des conflits d'emploi du temps. Suzanne avait apparemment essayé de coincer les invités, pour affirmer que j'étais mentalement instable à cause du deuil. Mais l'enregistrement audio avait détruit cet argument, avant même qu'il ne puisse prendre forme. Daniel s'était disputé violemment avec l'un de ses amis de l'église, qui lui a dit catégoriquement que, s'il pouvait cautionner de tels mots, il n'était pas l'homme que tout le monde croyait. Chase, au milieu de tout cela, a commencé à blâmer tout le monde, sauf lui-même. D'abord Suzanne pour avoir laissé le message vocal, puis Daniel pour ne pas m'avoir arrêté, ensuite moi pour avoir utilisé le chagrin comme une arme, et enfin Adli pour avoir fait un scandale, en refusant de rester. À la fin de l'après-midi, selon 3 messages distincts de différents invités, la fête s'était vidée, dans une ambiance fragmentée et embarrassante. Des verres à moitié pleins transpiraient sur les tables d'appoint. Les plateaux de nourriture étaient restés intacts. Une piscine, pleine de reflets de soleil, continuait de scintiller, comme si la journée était encore belle. Pendant que tout ce que ma famille valorisait dans cet événement, le statut, l'admiration, l'élan, l'image, se vidait de son sang, tout autour. L'appel le plus révélateur est venu de ma cousine Erika, qui n'avait jamais pris mon parti lors d'un quelconque conflit familial auparavant. Elle a laissé un message vocal disant « Claire, je ne sais pas si tu as envie d'avoir de mes nouvelles, mais je dois te le dire. J'y étais. On nous a tous dit que tu voulais de l'intimité. Ta mère a affirmé que notre présence ne ferait que te contrarier. Et que la cérémonie pour le bébé était très petite et intime. Puis ton message est arrivé, et tout le monde l'a écouté. Personne ne savait. Je suis tellement désolé. Ces excuses importaient moins que ce que les gens pensent qu'elles devraient importer, mais elles confirmaient une vérité que je connaissais déjà. Suzanne et Daniel n'avaient pas simplement choisi l'événement de Chase. Ils avaient activement réécrit l'histoire pour se protéger. Ce mensonge est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu, lorsque mes parents se sont présentés devant mon appartement, à 10 h le lendemain matin. Je les ai vus par la caméra de l'immeuble. Ma mère portait des lunettes de soleil surdimensionnées, malgré l'ombre. Mon père paraissait avoir vieilli de 10 ans par rapport à 2 jours plus tôt. L'espace d'une seconde de faiblesse, une vieille habitude en moi a presque ouvert la porte. Puis, je me suis souvenu du cimetière, du message vocal, des mensonges au bord de la piscine, et je suis resté où j'étais. Ils ont sonné 3 fois. Daniel a appelé depuis le hall. Suzanne a envoyé un SMS, « S'il te plaît, nous devons parler en face à face. » Les gens disent des choses horribles. De nouveau, ce n'était pas à propos de Rosie, mais d'eux-mêmes. Megan, qui était encore avec moi, a regardé vers la porte et m'a demandé doucement, « Veux-tu que je leur dise de partir ?» J'ai secoué la tête, et j'ai laissé le silence s'en charger. Finalement, Daniel a laissé un mot manuscrit au concierge. Il disait, « C'est allé trop loin. Quoi qu'il se soit passé, nous pouvons surmonter cela en famille. Ne punis pas ta mère pour toujours, à cause d'une seule terrible erreur. » Une seule terrible erreur. Cette phrase m'a enragé, bien plus que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Car elle réduisait toute l'architecture de ma vie, à un seul et unique moment malheureux. Comme si les funérailles de Rosie n'étaient qu'une erreur aléatoire, plutôt que le point culminant, et prévisible, de décennies de favoritisme. Je n'ai pas répondu à ce mot. Je l'ai déchiqueté, et j'ai jeté les morceaux à la poubelle, sous du marc de café. Au cours de la semaine suivante, les conséquences se sont aggravées, d'une manière que mes parents ne pouvaient plus dissimuler. Adli a rompu sa relation avec Chase. Pas publiquement, mais de manière assez décisive, pour que cela finisse par se savoir. L'une des femmes du cercle religieux de sa famille a confié à la tante de Megan qu'aucune famille décente ne s'allierait à des gens, qualifiant un nourrisson mort de « juste un bébé ». Chase a perdu au moins une opportunité d'annonce majeure, après que la femme du promoteur a discrètement dit à d'autres qu'il trouvait sa famille socialement radioactive. Suzanne a cessé de se rendre aux réunions du ministère des Femmes à l'église, car trop de gens avaient entendu le message vocal. Daniel a essayé de continuer à agir comme si de rien n'était. Mais, apparemment, personne dans son club de golf ne voulait s'asseoir avec lui, sans évoquer ce qui s'était passé. Une famille comme la nôtre peut survivre à la cruauté privée pendant des générations. Ce qui les choque, ce sont les conséquences publiques. Et pourtant,
à travers tout cela, ils ont continué à me chercher, non par remords, mais par désespoir. Suzanne envoyait de longs messages au sujet de sa tension artérielle, de son humiliation, et des murmures qu'elle devait endurer. Daniel m'écrivait pour me dire que l'avenir de Chase était en train d'être détruit, à cause d'un différend entre nous. Chase lui-même m'a envoyé une note vocale, si chargée de ressentiment qu'elle m'a presque impressionné. Si Adley est parti pour de bon, c'est ta faute. Si je perds des affaires parce que tu voulais attirer l'attention, c'est aussi ta faute. J'ai écouté ce message 2 fois. Non pas parce qu'il m'a blessé, mais parce qu'il clarifiait l'ensemble du système familial, en une seule inspiration. Mon chagrin n'avait jamais été une urgence pour eux. Leur propre désagrément, en revanche, l'était toujours. J'ai donc pris une décision, qui aurait semblé impossible à la version de moi-même, qui cherchait encore leur approbation. J'ai bloqué Chase de manière permanente. J'ai bloqué Daniel. J'ai bloqué Suzanne, après lui avoir envoyé un tout dernier message. J'ai enterré Rosie toute seule. Vous n'avez plus accès à moi après ça. Ensuite, j'ai contacté un avocat, et j'ai rédigé des instructions formelles, limitant tout contact futur à des courriels par l'intermédiaire d'un représentant légal, si nécessaire. Je ne faisais pas ça pour faire des histoires. Je le faisais, parce que le deuil m'épuisait déjà bien assez, sans que je permette aux architectes de ce chagrin, de continuer à envahir mon espace. 2 semaines plus tard, il y a eu une collecte de dons commémorative dans mon école, pour les mères endeuillées. C'était quelque chose que Megan avait discrètement organisé au nom de Rosie, avec l'aide du directeur. Nous avons rassemblé des couches, des couvertures, des cartes de carburant, et des bons de repas, pour une fondation locale de lutte contre la mortalité infantile. Je me tenais dans la salle d'art après la fin des cours, observant des parents que je connaissais à peine, déposer des fournitures et murmurer des condoléances. Et cela m'a frappé, de voir que la compassion continuait de venir à moi depuis des endroits, vers lesquels ma propre famille n'avait jamais pris la peine de regarder. Ce même soir, Erika a appelé depuis un numéro d'emprunt, et m'a raconté que Suzanne sanglotait auprès de la famille, disant qu'elle avait tout perdu à cause d'une seule phrase. Je me suis surprise moi-même, en répondant avec un calme absolu. Non, elle a tout perdu à cause de la vérité contenue dans cette phrase. C'était la différence que ma famille ne comprendrait jamais. Ils pensaient que l'effondrement avait commencé quand j'avais cliqué sur envoyer. Il avait commencé lorsqu'ils s'étaient convaincus que ma douleur passait après le confort de Chase. J'avais simplement refusé de continuer à porter ce mensonge. Des mois plus tard, j'ai appris par la famille élargie que Chase avait rejoint une agence immobilière plus modeste. Suzanne s'était retirée de la plupart des cercles sociaux qu'elle contrôlait autrefois comme s'ils étaient son oxygène. Quant à Daniel, il était devenu le genre d'homme à qui les gens font poliment un signe de tête, sans jamais l'inviter nulle part. Je ne me réjouis pas de ces détails, de la manière dont certains spectateurs voudraient que la vengeance soit célébrée. Je ne danse pas dans mon salon, parce que leur réputation a été brisée. Mais je ne le pleure pas non plus. Une conséquence n'est pas une tragédie, simplement parce qu'elle atterrit enfin là où elle devait atterrir. La partie la plus satisfaisante, pour être honnête, n'a pas été de les regarder tomber. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin d'eux pour m'élever. Le jour où j'ai arrêté d'essayer de sauver leur image, a été le jour où j'ai enfin commencé à sauver ma propre vie. Et pour une fille comme moi, élevée pour s'effacer derrière les besoins de tous les autres, cela a semblé bien plus radical que n'importe quelle vengeance. La première fête après les funérailles de Rosie, fut Thanksgiving. Et, pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas passé une seule seconde à me demander si je devais faire preuve de grandeur d'âme. Cette envie était morte avec l'ancienne version de moi-même, celle qui croyait que l'endurance était synonyme de bonté. Au lieu de cela, j'ai passé la journée chez Megan, avec sa famille élargie et bruyante. J'aidais ses nièces à peindre des marque-places sur la table de la cuisine, pendant que les plats cuisaient, et que le match de football retentissait dans le salon. À un moment donné, sa grand-mère, qui en savait assez sur mon histoire pour être gentille, sans être intrusive, m'a serré la main et a dit « La perte te montre qui t'apporte de la soupe, et qui t'apporte des excuses. » J'ai ramené cette phrase chez moi, parce qu'elle était simple, et brutalement vraie. Dans les mois qui ont suivi ces événements, j'ai reconstruit ma vie de manière calme, et pragmatique. J'ai suivi une thérapie pour le deuil, et j'ai appris que la rage peut être saine, lorsqu'elle est enfin dirigée vers les personnes qui la méritent. J'ai lancé un petit fonds de bourse d'études dans mon école, pour les élèves qui avaient besoin de fournitures artistiques. Je l'ai nommé « Le coin de Rosie »,
car je voulais que la courte vie de ma fille soit associée à la beauté, et pas seulement à la douleur. Une fois par mois, je faisais du bénévolat dans un groupe de soutien, pour les mères ayant perdu des nourrissons. Et chaque fois que je m'asseyais dans ces cercles, je comprenais plus clairement que ma véritable vengeance n'avait jamais été d'humilier ma famille. Elle avait consisté à refuser de laisser leur cruauté définir le dernier mot de l'histoire de ma fille. De temps à autre, Suzanne essayait encore, par l'intermédiaire de proches ou de mes maladroits envoyés depuis de nouvelles adresses, de faire passer ce qui s'était produit pour un malentendu amplifié par le chagrin. Daniel a écrit un jour que l'âge lui avait donné du recul, et que la vie était trop courte pour rester divisée. Chase a tenté un dernier message via Erika, affirmant qu'il avait été un dommage collatéral, dans un conflit entre moi et nos parents. Je n'ai jamais répondu à aucun d'eux. Non pas parce que je brûlais encore de fureur chaque jour, mais parce que la paix est devenue plus facile, une fois que j'ai cessé de rouvrir la porte. C'est la partie que les gens, extérieurs à des situations comme la mienne, comprennent rarement. Ils pensent que tourner la page signifie nécessairement se réconcilier. Que la guérison doit impliquer des relations restaurées, des photos de vacances, une douce musique de fond, et des excuses dramatiques sur le pas de votre porte. Mais la guérison peut aussi prendre la forme de serrures changées, de numéros bloqués, et de la décision sacrée, de croire ce que les gens vous ont montré la première fois. Mes parents ne m'ont pas perdu parce que je les ai exposés. Ils m'ont perdu, le matin où ils m'ont laissé enterrer mon enfant toute seule, puis ont menti sur la raison. Tout ce qui a suivi n'était qu'un juste retour des choses, les conséquences qui les rattrapaient. Et les conséquences, contrairement aux mythes familiaux, se moquent de savoir qui était le favori en grandissant, ou qui aura le droit de sourire sur la carte de Noël. Elles ne se soucient que des actes commis. S'il y a une leçon que je devais tirer de tout cela, pour quiconque m'écoute, ce serait celle-ci. Être apparenté à quelqu'un, ne lui donne pas droit à votre silence, à vos efforts, ni à votre pardon. Les liens du sang ne sont pas un permis d'abandon. Une histoire commune n'est pas un laissez-passer, pour piétiner la douleur de quelqu'un, puis exiger d'y avoir accès une fois que la foule se retourne contre vous. Pendant des années, j'ai cru qu'être une bonne fille signifiait absorber la blessure avec grâce. Je pensais que l'amour ressemblait à une patience sans limite. Je pensais que la famille exigeait une compréhension infinie, de la part de la personne qui en demandait le moins. J'avais tort. L'amour est présent. L'amour écoute. L'amour ne place pas le calendrier social d'un enfant au-dessus du bébé mort d'un autre. Et quand des personnes révèlent qu'elles sont incapables de ce genre d'amour, se protéger n'est pas une cruauté. C'est une sagesse, achetée à un prix terrible. Parfois, je repense encore à la seconde exacte, où j'ai appuyé sur envoyer pour ce message, depuis le parking de la pharmacie. Je pense à quel point le monde était silencieux à l'intérieur de ma voiture, comparé au chaos que ce message a causé près de cette piscine. Si je pouvais parler à la femme que j'étais juste avant cet instant, celle qui tremblait encore à cause de la terre du cimetière sur ses chaussures, je lui dirais ceci: tu ne ruines rien, qui ne soit déjà pourri. Tu n'es pas trop dur. Tu n'es pas trop émotive. Tu te tiens enfin à un endroit où la vérité peut te voir. Rosie aurait dû avoir des grands-parents qui se seraient précipités à ses côtés, qui m'auraient soutenu, qui auraient su qu'il y a des moments dans la vie, où chaque fête, chaque client, chaque liste d'invités perd tout son sens. Elle n'a pas eu cela. Je ne peux pas le changer. Mais je peux m'assurer que l'on se souvienne de sa vie, à travers une vérité claire. Elle n'a jamais été, juste un bébé. Elle était ma fille. Elle a été aimée d'un amour absolu. Et les gens qui ont traité sa mort comme un contretemps, ne m'ont pas perdu parce que j'étais rancunière. Ils m'ont perdu, parce que j'ai enfin fini par m'aimer, moi et mon enfant, suffisamment, pour arrêter de qualifier leur cruauté de normale. C'est la l'essence de cette histoire. La partie qui, je l'espère, restera gravée dans l'esprit de quiconque l'entendra. La vengeance peut attirer l'attention, mais la dignité est ce qui perdure. La fin la plus satisfaisante n'est pas que mes parents aient été humiliés, ou que le petit monde bien lisse de Chase se soit fissuré. C'est le fait que je ne vis plus dans leur version, de qui j'étais. J'emporte la couverture de ma fille, mon chagrin, mes limites, et ma paix durement gagnée, vers un avenir qu'ils n'auront jamais le droit de toucher. Et après tout cela, cette paix ressemble moins à une fin, qu'au premier véritable commencement de ma vie.